remarquez cette petite voix qui ne cesse jamais de parler dans votre tête? En ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, il y a probablement une voix intérieure qui les répète, les commente, ou peut-être même qui s'égare vers d'autres pensées. Qui est donc cette voix mystérieuse qui nous accompagne du réveil au sommeil? D'où vient-elle? Et surtout, qui parle vraiment dans votre esprit? Cette question, apparemment simple, nous plonge au cœur de l'un des mystères les plus fascinants de la conscience humaine. Car cette voix que vous entendez maintenant, cette narration constante de vos pensées, n'est pas aussi évidente qu'elle pourrait le paraître. Elle soulève des questions profondes sur la nature même de ce que nous appelons le soi, sur l'architecture secrète de notre esprit et sur ce qui fait de nous des êtres conscients. Imaginez un instant que vous puissiez vous observer de l'extérieur, comme si vous étiez un scientifique étudiant le fonctionnement de votre propre cerveau. Vous verriez alors quelque chose d'extraordinaire, un organe de 3 livres environ, fait de milliards de cellules interconnectées, qui génèrent non seulement vos sensations, vos émotions et vos mouvements, mais aussi cette expérience si particulière d'être vous-même. Et quelque part dans cette masse de tissus neurologiques, naît cette voix, cette impression qu'il y a quelqu'un aux commandes, un narrateur de votre expérience. Mais voici le paradoxe troublant. Quand les neuroscientifiques examinent le cerveau, ils ne trouvent aucun endroit particulier où résiderait ce narrateur. Pas de petit homme dans la tête, pas de centre de contrôle unique d'où émanerait cette voix. C'est comme si nous cherchions l'auteur d'une symphonie et découvrions qu'elle se compose toute seule, note par note, sans chef d'orchestre. Cette découverte a bouleversé notre compréhension de la conscience. Le philosophe Daniel Dennett, l'un des penseurs les plus influents sur cette question, propose une vision radicale. Et si cette voix intérieure n'était qu'une illusion? Et si ce que nous prenons pour un narrateur unifié n'était en réalité qu'une multitude de processus mentaux qui donnent l'impression d'être orchestrés par une seule entité? Pour comprendre cette idée révolutionnaire, pensons à un orchestre sans chef. Au début, cela semble impossible. Comment les musiciens pourraient-ils jouer ensemble sans quelqu'un pour les diriger? Pourtant, dans certains ensembles de jazz, c'est exactement ce qui se passe. Chaque musicien écoute les autres, réagit, s'adapte, et de cette interaction émerge une cohérence et une beauté que personne ne dirige explicitement. Notre cerveau pourrait fonctionner de manière similaire. Des millions de neurones s'activent, communiquent, forment des coalitions temporaires, et de cette activité collective émerge ce que nous appelons la conscience. La voix intérieure ne serait alors pas le produit d'un narrateur central, mais plutôt l'écho de tous ces processus qui se racontent une histoire à eux-mêmes. Cette perspective, aussi déroutante soit-elle, trouve des échos dans notre expérience quotidienne. Avez-vous déjà eu l'impression d'être en désaccord avec vous-même? Cette part de vous qui veut manger du chocolat alors qu'une autre part sait que vous devriez vous abstenir. Ces moments révèlent peut-être la vraie nature de notre esprit, non pas une entité unique et cohérente, mais une assemblée de voix, de désirs, de processus qui négocient constamment entre eux. Dennett va même plus loin. Il suggère que cette voix intérieure, loin d'être le pilote de notre esprit, en est plutôt un passager. Elle ne contrôle pas vraiment nos pensées, mais elle les observe, les commente, les réorganise après coup. C'est comme si nous avions un journaliste personnel qui suivrait nos actions et nos pensées en permanence, créant après coup un récit cohérent de ce qui s'est passé. Cette idée peut sembler troublante au premier abord. Si nous ne sommes pas vraiment aux commandes de nos pensées,
Qui sommes-nous alors? Mais peut-être cette question même repose-t-elle sur une fausse prémisse. Peut-être n'y a-t-il pas de qui au sens traditionnel du terme. Pour mieux saisir cette idée révolutionnaire, transportons-nous dans l'histoire de la philosophie. Pendant des siècles, les penseurs ont cherché le siège de l'âme, le centre de la conscience. René Descartes, au XVIIe siècle, croyait l'avoir trouvé dans une petite glande au centre du cerveau, la glande pinéale. Pour lui, c'était là que résidait cette chose immatérielle qu'il appelait l'âme, cette essence de nous-mêmes qui pense, qui doute, qui existe. Mais cette vision dualiste qui sépare le corps et l'esprit pose d'énormes problèmes. Comment une substance immatérielle pourrait-elle interagir avec la matière? Comment l'âme pourrait-elle mouvoir le corps? Ces questions ont tourmenté les philosophes pendant des générations, créant ce qu'on appelle le problème de l'interaction. Au XXe siècle, avec l'avènement des neurosciences, une nouvelle compréhension a émergé. Le cerveau n'est plus vu comme le simple réceptacle d'une âme immatérielle, mais comme l'organe même de la conscience. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir correspond à des patterns spécifiques d'activité neuronale. Cette découverte a révolutionné notre façon de concevoir l'esprit. Pourtant, même avec cette approche matérialiste, le mystère de la voix intérieure persiste. Car si tout n'est qu'activité neuronale, pourquoi avons-nous cette impression si vive d'être un observateur unique, un narrateur central de notre expérience? C'est ici qu'intervient le génie de Daniel Dennett. Dennett propose que cette impression d'unité soit, en fait, une construction. Notre cerveau, dit-il, est comme un éditeur très talentueux qui prend tous les éléments disparates de notre expérience et les assemble en un récit cohérent. Nous ne sommes pas conscients de ce processus d'édition. Nous ne voyons que le produit fini, l'impression d'être un soi unifié. Pensez à un film. Quand vous regardez un long métrage, vous avez l'impression de voir une histoire continue, fluide. Pourtant, ce film a été tourné sur plusieurs mois dans le désordre, avec des milliers de prises différentes. C'est le travail de montage qui crée cette impression de continuité. De même, notre conscience pourrait être le résultat d'un montage constant, opéré par notre cerveau. Cette métaphore du montage nous aide à comprendre pourquoi notre voix intérieure semble parfois nous surprendre. Combien de fois avez-vous eu une pensée et vous êtes-vous demandé « Mais d'où cela vient-il » C'est peut-être parce que cette pensée émerge du processus complexe de montage mental, sans qu'aucun « vous » central ne l'ait délibérément créé. Mais Dennett va encore plus loin dans sa critique de l'idée d'un narrateur central. Il affirme que chercher qui parle dans notre tête, c'est comme demander où se trouve le centre de gravité d'un objet. Le centre de gravité est un concept utile. Il nous aide à prédire comment l'objet va se comporter, mais il n'a pas d'existence physique réelle. De même, le soi pourrait être un concept utile, une façon pratique de parler de nos expériences, sans pour autant correspondre à une entité réelle. Cette vision peut sembler vertigineuse, presque effrayante. Si nous ne sommes pas vraiment nous, au sens traditionnel du terme, que reste-t-il? Mais Dennett nous rassure. Nous existons toujours, simplement pas de la manière que nous imaginions. Nous sommes des patterns complexes, des histoires que se raconte la matière organisée de notre cerveau. Cette perspective trouve des échos troublants dans notre expérience quotidienne. Avez-vous déjà remarqué comme il est difficile de saisir vos propres pensées? Dès que vous essayez de les observer directement, elles semblent changer, s'échapper. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment de vous au
les observer de l'extérieur. Ou encore, pensez au moment où vous agissez de manière automatique. Vous conduisez sur un trajet familier et vous vous rendez compte soudain que vous ne vous souvenez pas des derniers kilomètres. Qui conduisait pendant ce temps? Votre voix intérieure était peut-être occupée ailleurs, laissant d'autres systèmes de votre cerveau prendre le relais. Face à cette vision révolutionnaire de Dennett, d'autres philosophes ont proposé des alternatives tout aussi fascinantes. David Chalmers, philosophe australien, reconnaît la complexité du problème, mais refuse d'abandonner l'idée que la conscience a quelque chose d'irréductible et de mystérieux. Pour lui, même si nous comprenons parfaitement tous les mécanismes du cerveau, quelque chose d'essentiel nous échappera toujours, l'expérience subjective elle-même. Chalmers distingue ce qu'il appelle les problèmes faciles de la conscience des problèmes difficiles. Les problèmes faciles concernent les fonctions. Comment le cerveau traite-t-il l'information? Comment intègre-t-il les données sensorielles? Comment produit-il des comportements adaptatifs? Ces questions, bien que complexes, relèvent en principe de la science classique. Mais le problème difficile, lui, touche à quelque chose de plus fondamental. Pourquoi y a-t-il quelque chose que cela fait d'être vous? Pourquoi vos expériences ne sont-elles pas seulement des processus informationnels, mais s'accompagnent-elles de cette dimension qualitative, de cette saveur particulière qu'on appelle la phénoménologie? Pourquoi n'êtes-vous pas simplement un zombie très sophistiqué, traitant l'information sans rien ressentir? Cette question peut sembler abstraite, mais elle touche au cœur de votre expérience quotidienne. Pensez à la couleur rouge d'un coucher de soleil. Vous pouvez expliquer en détail comment votre œil capture certaines longueurs d'onde, comment votre cerveau traite cette information, comment il active certaines zones neurologiques. Mais tout cela n'explique pas pourquoi vous ressentez cette qualité particulière, cette rougeur du rouge, cette expérience subjective unique et intime. Chalmers suggère que cette dimension phénoménologique de la conscience pourrait nécessiter une révolution conceptuelle aussi profonde que celle qu'ont connue la physique avec la relativité ou la mécanique quantique. Peut-être faut-il accepter que la conscience soit une propriété fondamentale de l'univers, au même titre que la masse ou la charge électrique. Cette vision, appelée le panpsychisme, propose que même les particules élémentaires possèdent une forme rudimentaire de conscience. Non pas qu'un électron puisse penser ou ressentir comme nous, mais qu'il ait une expérience primitive, infinitésimale. La conscience complexe que nous connaissons émergerait alors de la combinaison de milliards de ces micro-expériences. Cette idée peut sembler étrange, presque magique, mais elle résout élégamment le problème difficile. Si la conscience est présente dès les niveaux les plus fondamentaux de la réalité, alors son émergence dans des systèmes complexes comme le cerveau humain devient plus compréhensible. C'est comme si l'univers était intrinsèquement doué d'une capacité à ressentir, à expérimenter, et que nous, humains, soyons simplement des expressions particulièrement sophistiquées de cette capacité universelle. Mais revenons à votre voix intérieure. Dans cette perspective de Chalmers, cette voix ne serait pas une illusion comme le suggère Dennett, mais plutôt l'expression consciente de processus mentaux complexes. Elle serait la manière dont il se sent d'être ce pattern particulier d'activité neuronale qui constitue votre esprit à un moment donné. Imaginez que votre cerveau soit comme un orchestre, mais un orchestre doué de conscience. Chaque musicien, chaque section ressent sa propre partie de la mélodie. Et de temps en temps, quand les conditions sont réunies, émerge une mélodie dominante,
Cette voix ne contrôle pas l'orchestre, mais elle en exprime l'harmonie momentanée. Cette perspective donne un sens nouveau à vos dialogues intérieurs. Quand vous vous demandez « Que dois-je faire ?» Swing. Il n'y a peut-être pas un « vous » unique qui pose la question et un autre qui y répond. Il y a plutôt différentes coalitions de processus mentaux qui négocient, débattent, cherchent un consensus, et la voix intérieure émerge comme l'expression consciente de ce processus démocratique interne. Pensez au moment où vous changez d'avis. Un instant, vous êtes convaincu d'une chose, et l'instant suivant, une nouvelle perspective s'impose. Ce n'est peut-être pas un même vous qui change d'opinion, mais plutôt différentes coalitions mentales qui gagnent ou perdent en influence, et votre voix intérieure reflète ces changements de pouvoir dans votre paysage mental. Cette danse complexe entre différentes perspectives nous amène à explorer une dimension fascinante de la voix intérieure, son rapport au temps et à la mémoire. Car cette voix ne fait pas que commenter le présent, elle voyage constamment entre le passé et le futur, tissant le récit de votre existence. Elle vous rappelle des conversations d'hier, imagine des scénarios pour demain, répète des répliques d'une dispute qui s'est déroulée il y a des années. Cette capacité de narration temporelle soulève des questions profondes. Qui décide de quel souvenir votre voix intérieure va se saisir? Pourquoi ressasse-t-elle certains épisodes embarrassants plutôt que d'autres? Et surtout, cette reconstruction constante du passé et cette projection vers l'avenir ne révèlent-elles pas quelque chose d'essentiel sur la nature de votre identité? Les neurosciences nous apprennent que nos souvenirs ne sont pas des enregistrements fidèles, mais des reconstructions actives. Chaque fois que vous vous rappelez un événement, votre cerveau le recompose à partir d'éléments épars, et cette recomposition peut le modifier. Votre voix intérieure participe activement à ce processus, non seulement en sélectionnant quels souvenirs rappeler, mais aussi en les réinterprétant, en les enrichissant de nouvelles significations. Pensez à un souvenir d'enfance important pour vous. La manière dont votre voix intérieure raconte cet épisode aujourd'hui est-elle la même qu'il y a 10 ans? Probablement pas. Les détails ont pu changer, les émotions associées ont évolué, la signification que vous accordez à cet événement s'est transformée. Votre voix intérieure n'est donc pas seulement un narrateur, elle est aussi un révisionniste constant de votre histoire personnelle. Cette plasticité de la mémoire et de la narration intérieure a des implications profondes. Elle suggère que votre identité n'est pas fixe, mais se reconstruit en permanence. Vous n'êtes pas tant défini par ce qui vous est arrivé que par la manière dont votre voix intérieure choisit de raconter ce qui vous est arrivé. Cette perspective éclaire d'un jour nouveau certains troubles psychiatriques. Dans la dépression, par exemple, la voix intérieure semble captée par une narration particulièrement sombre du passé et pessimiste de l'avenir. Ce n'est pas tant que les événements objectifs soient différents, mais plutôt que le processus narratif interne privilégie certaines interprétations plutôt que d'autres. De même, dans l'anxiété, la voix intérieure peut devenir obsédée par des scénarios catastrophiques futurs, répétant inlassablement des « et si » terrifiants. Comprendre ces mécanismes offre des pistes thérapeutiques. Plutôt que de changer les événements eux-mêmes, on peut apprendre à modifier les patterns narratifs internes. Mais explorons une autre dimension fascinante, le rapport entre votre voix intérieure et le langage. Cette voix utilise des mots, des phrases, une grammaire. Elle pense souvent dans votre langue maternelle, avec son accent
recherches suggèrent que le langage ne fait pas que décrire nos pensées, il les structure. Les mots que nous connaissons, les concepts dont nous disposons dans notre langue, influencent la manière dont nous percevons et catégorisons le monde. Votre voix intérieure est donc profondément façonnée par la ou les langues que vous parlez. Ceux qui parlent plusieurs langues le savent bien. Penser en français ou en anglais, en espagnol ou en chinois, ce n'est pas simplement traduire les mêmes pensées dans un autre code. C'est accéder à des nuances différentes, à des perspectives subtilement distinctes. Votre voix intérieure change de personnalité selon la langue qu'elle utilise. Cette dimension linguistique révèle aussi à quel point notre voix intérieure est un phénomène culturel autant que biologique. Elle ne naît pas seulement de l'activité neuronale brute, mais de l'interaction entre notre cerveau et les structures symboliques de notre société. Nous pensons avec des mots qui ont été forgés par des générations avant nous. Nous utilisons des concepts qui portent l'empreinte de notre culture. Cette nature culturelle de la voix intérieure nous amène à une question troublante. Dans quelle mesure cette voix est-elle vraiment la vôtre ? Les mots qu'elle utilise, les tournures de phrases, les façons de raisonner, tout cela vous a été transmis par votre environnement familial, scolaire, social. Votre voix intérieure n'est-elle alors qu'un écho de toutes les voix que vous avez entendues au cours de votre vie ? Observez attentivement cette voix qui parle en vous en ce moment. N'y reconnaissez-vous pas parfois l'intonation de vos parents, les expressions de vos amis, les façons de penser de vos professeurs ? Il arrive même que nous ayons des conversations imaginaires avec des personnes précises, reproduisant leur manière de parler, anticipant leurs réactions. Cette dimension sociale de la voix intérieure révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Nous ne sommes pas des îles de conscience isolées, mais des êtres fondamentalement relationnels. Notre intériorité elle-même porte la trace de nos relations, de nos interactions, de notre appartenance à une communauté linguistique et culturelle. Le psychologue soviétique Lev Vygotsky avait développé cette idée de manière particulièrement éclairante. Pour lui, la pensée verbale n'est pas innée, mais se développe à partir du dialogue social. L'enfant apprend d'abord à parler avec les autres, puis progressivement, il intériorise ces dialogues externes pour créer ce qu'on appelle le dialogue intérieur. Cette perspective suggère que votre voix intérieure est, en quelque sorte, la continuation en vous de toutes les conversations que vous avez eues avec le monde. Elle porte en elle les échos de votre mère, qui vous expliquait les règles de politesse, de votre professeur, qui vous enseignait les mathématiques, de vos amis avec qui vous débattiez de philosophie. Mais cette influence sociale ne fait pas de vous un simple réceptacle passif. Votre voix intérieure ne se contente pas de répéter mécaniquement ce qu'elle a entendu. Elle recombine, réinterprète, crée de nouvelles synthèses. Elle devient le lieu d'une créativité unique, où les influences multiples que vous avez reçues se mélangent pour donner naissance à quelque chose d'original. Pensez au moment où vous avez une idée nouvelle, où une solution inattendue émerge dans votre esprit. D'où vient cette créativité ? Ce n'est ni du pur hasard, ni de la génération spontanée. C'est plutôt le produit d'un processus complexe où votre voix intérieure fait dialoguer entre elles toutes les connaissances, toutes les expériences, toutes les perspectives qu'elle a accumulées. Cette capacité créatrice de la voix intérieure soulève une question fascinante. Sommes-nous les auteurs de nos pensées ou leurs témoins ? Quand une idée brillante vous traverse
traverse l'esprit, avez-vous l'impression de l'avoir délibérément créée, ou plutôt de l'avoir découverte, comme si elle était déjà là, attendant d'être révélée? Cette ambiguïté touche au cœur du mystère de la créativité et de la conscience. Les témoignages d'artistes, de scientifiques, d'inventeurs regorgent d'exemples où les idées semblent surgir de nulle part. Le mathématicien Henri Poincaré raconte comment la solution d'un problème complexe lui est apparue soudainement alors qu'il montait dans un omnibus. Le compositeur Mozart décrivait ses symphonies comme des totalités qui se présentaient à lui d'un coup, qu'il n'avait plus qu'à transcrire note par note. Ces expériences suggèrent que la voix intérieure consciente n'est que la partie émergée de l'iceberg mental. Sous la surface de cette narration explicite se déploient des processus inconscients vastement plus complexes. Votre cerveau travaille en permanence, établit des connexions, teste des hypothèses, explore des possibilités. Et de temps en temps, le résultat de ce travail souterrain remonte à la surface sous forme d'intuition, d'inspiration, de révélation. Cette architecture à plusieurs niveaux de la conscience éclaire d'un jour nouveau le rôle de la voix intérieure. Elle n'est peut-être pas le chef d'orchestre de votre esprit, comme nous avons tendance à le croire, mais plutôt son porte-parole. Elle rend compte, après coup, de décisions qui ont été prises ailleurs, dans les profondeurs de votre activité mentale inconsciente. Cette relation complexe entre conscience et inconscient nous amène à explorer un aspect souvent négligé de la voix intérieure, ses silences. Car cette voix ne parle pas en permanence. Il y a des moments où elle se tait, où l'esprit semble vide de mots, où l'expérience se déroule sans narration. Ces moments de silence sont-ils des absences de conscience ou révèlent-ils plutôt d'autres modes de fonctionnement mental? Pensez aux instants d'absorption totale quand vous êtes captivé par un paysage magnifique, plongé dans une activité manuelle délicate ou perdu dans l'écoute d'une musique émouvante. Dans ces moments, votre voix intérieure peut s'estomper, voire disparaître complètement, sans que votre conscience s'évapore pour autant. Au contraire, ces expériences peuvent être particulièrement intenses et significatives. Ces états révèlent une dimension fondamentale de la conscience que la philosophie orientale a longtemps explorée. Dans la tradition bouddhiste, par exemple, la méditation vise précisément à apaiser ce que l'on appelle le mental bavard, cette incessante narration intérieure. L'objectif n'est pas de détruire la pensée, mais de découvrir ce qui existe au-delà ou en deçà des mots. Cette perspective suggère que la voix intérieure, loin d'être l'essence de la conscience, pourrait parfois en être l'obstacle. Elle peut nous couper de l'expérience directe, nous maintenir dans un rapport indirect au monde. Combien de couchers de soleil avons-nous manqué parce que notre voix intérieure était occupée à autre chose? Combien de conversations avons-nous ratées parce qu'elles préparaient déjà notre réponse? Cette idée trouve des échos dans les découvertes récentes des neurosciences. Les études sur la méditation montrent qu'avec l'entraînement, il est possible de modifier l'activité du réseau neuronal du mode par défaut, cette région du cerveau qui s'active quand nous ne sommes focalisés sur aucune tâche particulière et qui semble liée à la rumination mentale. Les méditants expérimentés présentent des patterns d'activation différents, suggérant qu'ils ont développé d'autres modes de fonctionnement mental. Mais ne nous méprenons pas. Il ne s'agit pas de diaboliser la voix intérieure. Elle joue des rôles essentiels dans notre fonctionnement mental. Elle nous aide à planifier, à résoudre des problèmes, à donner du
du sens à nos expériences. Elle est l'outil de notre réflexion abstraite, de notre imagination créatrice, de notre empathie pour autrui. C'est peut-être plutôt une question d'équilibre. La sagesse consisterait à savoir quand laisser cette voix s'exprimer et quand lui permettre de se taire. Savoir quand privilégier la réflexion verbale et quand s'ouvrir à d'autres modes d'expérience. Cette danse entre parole et silence intérieur nous révèle la richesse insoupçonnée de notre vie mentale. Nous ne sommes pas condamnés à être les prisonniers de notre narration interne. Nous pouvons apprendre à en devenir les observateurs bienveillants, à reconnaître ses patterns, à apprécier ses contributions, sans nous y identifier complètement. Cette capacité d'observation de nos propres processus mentaux, que les psychologues appellent la métacognition, ouvre des perspectives fascinantes. Elle suggère qu'il y a en nous quelque chose qui peut prendre du recul par rapport à la voix intérieure, quelque chose qui peut l'écouter sans s'y confondre. Mais qu'est-ce que ce quelque chose? Est-ce une autre voix, plus profonde, un observateur silencieux, ou simplement une propriété émergente de la complexité de notre cerveau? Ces questions nous ramènent au cœur du débat entre Dennett et Chalmers. Pour Dennett, cette capacité d'observation n'est qu'un processus mental parmi d'autres, sans mystère particulier. Pour Chalmers, elle pourrait révéler quelque chose d'irréductible dans la nature de la conscience. Peut-être n'avons-nous pas besoin de trancher définitivement. Peut-être suffit-il de reconnaître que cette capacité existe et d'en explorer les implications pratiques. Car au-delà des débats philosophiques, cette compréhension de la voix intérieure a des répercussions concrètes sur notre bien-être psychologique. Reconnaître que cette voix n'est pas notre maître absolu peut nous libérer de certaines de ces tyrannies. Nous n'avons pas à croire aveuglément tous ces commentaires, surtout quand ils sont négatifs ou destructeurs. Cette perspective thérapeutique est au cœur de certaines approches modernes de la psychologie. La thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, enseigne aux patients à identifier et à remettre en question les pensées automatiques négatives. Elle les aide à comprendre que ces pensées ne sont pas des vérités absolues, mais des productions mentales qu'on peut examiner et, le cas échéant, modifier. De même, les approches basées sur la pleine conscience encouragent une relation différente à nos pensées et émotions. Plutôt que de lutter contre elles ou de s'y identifier, elles proposent de les accueillir avec une attention bienveillante et curieuse. Cette attitude transforme notre rapport à notre voix intérieure. Elle devient moins une autorité qu'il faut obéir qu'un phénomène naturel qu'il faut comprendre. Cette nouvelle relation à notre voix intérieure ouvre des horizons inattendus. Imaginez ce que cela changerait si nous cessions de prendre pour argent comptant tout ce que cette voix nous dit. Si nous apprenions à la considérer comme une conseillère parfois sage, parfois égarée, mais jamais infaillible, si nous développions l'art de l'écouter sans nous y soumettre. Cette approche trouve des résonances dans l'évolution de notre compréhension scientifique du cerveau. Les neurosciences modernes révèlent que notre esprit fonctionne plus comme un écosystème que comme une monarchie. Différents systèmes, différentes régions, différents processus coopèrent et parfois entrent en conflit. Et la voix intérieure émerge de cette dynamique complexe. Pensez au moment où vous ressentez de l'ambivalence. Une part de vous veut une chose, une autre part en veut une différente. Votre voix intérieure peut exprimer tour à tour
situations. La voix intérieure qui critique peut nous aider à améliorer nos performances. Celle qui rêve peut nous ouvrir de nouveaux horizons. Celle qui doute peut nous éviter des erreurs. L'art consiste peut-être à apprendre à orchestrer cette symphonie intérieure, non pas en imposant une dictature d'une voix particulière, mais en développant une sagesse qui sait quelle voix écouter selon les circonstances. Parfois, il faut laisser parler la prudence. Parfois, c'est l'audace qui doit s'exprimer. Parfois, c'est le silence qui est le plus approprié. Cette orchestration consciente de notre vie mentale représente peut-être l'une des compétences les plus importantes que nous puissions développer. Elle ne s'enseigne pas dans les écoles, elle ne figure dans aucun curriculum officiel. Pourtant, elle influence profondément notre bien-être et notre efficacité. C'est l'art de devenir le chef d'orchestre de sa propre symphonie mentale. Mais cet art demande de la pratique, de la patience, de la bienveillance envers soi-même. Car nos patterns mentaux se sont construits au fil des années. Ils ont leur raison d'être, leurs fonctions adaptatives. On ne les transforme pas du jour au lendemain. On apprend progressivement à danser avec eux, plutôt qu'à les subir. Cette perspective éclaire d'un jour nouveau l'importance de l'introspection et de la réflexion, non pas pour nous juger ou nous critiquer, mais pour mieux comprendre le fonctionnement de notre esprit. Chaque moment d'observation de notre voix intérieure est une occasion d'apprendre quelque chose sur nous-mêmes, sur nos patterns de pensée, sur nos réactions automatiques. Et cette connaissance de soi a des implications qui dépassent le cadre personnel. Car en comprenant mieux notre propre fonctionnement mental, nous développons aussi une meilleure compréhension d'autrui. Nous réalisons que les autres aussi ont leurs voix intérieures complexes, leurs dialogues internes, leurs ambivalences. Cette prise de conscience peut nourrir notre empathie et notre tolérance. Imaginez un monde où chacun comprendrait que les opinions et les réactions d'autrui émergent de processus mentaux complexes, influencés par l'histoire personnelle, la culture, les émotions du moment. Un monde où nous cesserions de prendre personnellement les paroles blessantes, en comprenant qu'elles révèlent souvent plus sur l'état mental de celui qui les prononce que sur nous-mêmes. Cette vision ne conduit pas au relativisme ou à l'indifférence. Au contraire, elle peut nous rendre plus responsables de nos paroles et de nos actes. Car si nous comprenons l'influence de notre voix intérieure sur nos comportements, nous pouvons aussi apprendre à en cultiver les aspects les plus constructifs et les plus bienveillants. Au terme de cette exploration, nous voici face à un paradoxe fascinant. Plus nous étudions la voix intérieure, plus son mystère s'approfondit. Les neurosciences nous révèlent ses mécanismes. La philosophie questionne son statut. La psychologie explore ses effets. Mais quelque chose d'essentiel continue de nous échapper. Peut-être est-ce précisément cela, la beauté du mystère de la conscience. Car au fond, que nous adhérions à la vision de Dennett qui voit dans cette voix une construction narrative émergente, ou à celle de Chalmers qui y reconnaît l'expression d'une conscience irréductible, nous nous trouvons face à la même merveille. Cette matière organisée de notre cerveau génère quelque chose d'extraordinaire, l'expérience d'être un esprit qui se contemple lui-même. Cette capacité d'autoréflexion est peut-être ce qui nous définit le mieux en tant qu'êtres humains. Nous ne sommes pas seulement conscients, nous sommes conscients d'être conscients. Nous pouvons observer nos propres pensées, questionner nos propres croyances, réfléchir sur notre propre nature. Cette récursivité de la conscience ouvre des possibilités infinies de compréhension
directrice de votre existence, l'artisane de votre identité. Elle tisse le fil de votre histoire personnelle, reliant votre passé à votre futur, donnant une cohérence à la multiplicité de vos expériences. Mais elle est aussi beaucoup plus que cela. Elle est l'espace de votre liberté intérieure, le lieu où vous pouvez explorer des possibilités, imaginer des alternatives, rêver d'autres mondes. Grâce à elle, vous n'êtes pas prisonnier de l'instant présent. Vous pouvez voyager dans le temps, anticiper l'avenir, revisiter le passé, créer des futurs possibles. Cette liberté imaginative de la voix intérieure a des implications profondes. Elle vous permet de vous projeter dans la peau d'autrui, de comprendre des perspectives différentes de la vôtre, de développer cette capacité si précieuse qu'est l'empathie. Elle vous donne accès à des expériences que vous n'avez jamais vécues directement, à travers la lecture, l'art, les récits d'autrui. Et peut-être, finalement, la question de savoir qui parle vraiment dans votre tête est-elle moins importante que celle de savoir comment cette voix peut vous aider à vivre une vie plus riche, plus consciente, plus connectée. Qu'elle soit une illusion sophistiquée ou l'expression d'une conscience fondamentale, elle reste votre compagne la plus intime, celle qui vous accompagne dans tous les moments de votre existence. Apprendre à cultiver une relation sage avec cette voix, à écouter ses contributions utiles, tout en prenant du recul par rapport à ses excès, à développer cette capacité d'observation bienveillante de nos propres processus mentaux. Voilà peut-être l'une des compétences les plus précieuses de l'existence humaine. C'est un art qui se développe toute la vie, une exploration sans fin de la richesse de votre monde intérieur. Car votre voix intérieure, quelle que soit exactement sa nature, reste l'une des expressions les plus remarquables de cette capacité extraordinaire qu'a l'univers de prendre conscience de lui-même. À travers votre esprit, à travers cette conversation silencieuse que vous entretenez avec vous-même, c'est d'une certaine manière le cosmos qui se réfléchit, qui se questionne, qui cherche à se comprendre. Dans cette perspective, chaque moment de conscience, chaque pensée qui traverse votre esprit, chaque émotion qui colore votre expérience, participe d'une aventure qui nous dépasse infiniment. Votre voix intérieure n'est pas seulement la vôtre, elle fait partie de cette symphonie plus vaste de la conscience qui émerge partout où la complexité de la matière atteint un seuil critique. Et c'est sur cette note d'émerveillement que nous pouvons clore cette exploration. Le mystère de votre voix intérieure reste entier, mais peut-être avons-nous appris à l'apprivoiser un peu mieux, à reconnaître sa richesse, sa complexité, sa beauté. Peut-être avons-nous découvert qu'il n'est pas nécessaire de résoudre complètement ce mystère pour en tirer des enseignements précieux sur nous-mêmes et sur la nature extraordinaire de l'expérience consciente. Laissons maintenant cette voix intérieure s'apaiser doucement, comme les vagues qui viennent mourir sur le rivage, dans le silence paisible d'une conscience qui a trouvé, pour un instant, sa propre profondeur.